Bref, donc passons à notre troisième joueur du jour. Sean Marion, du coup. Donc, Sean Marion, 5 saisons sur la décennie, à peine 5 saisons, 10 points de moyenne sur cette décennie, 28 minutes de jeu de moyenne sur l'ensemble de la décennie, donc sur les 5 saisons. En termes de minutage total, 9600. C'est le 219e total de la décennie, donc on est plutôt vers le très très bas du classement. Peut-être on pourra discuter de sa place ou non. Derrière lui, en termes de minutage plus petits, mais qui sont quand même dans le classement, on a des Kevin Garnett, Ray Allen, Pascal Siakam, Joel Embiid, Luka Doncic, par exemple. Voilà. Donc 9600 minutes à peine, 343 matchs, c'est pas beaucoup non plus. Palmarès, le titre en 2011, et puis c'est tout, en tout cas sur cette décennie. On ne compte pas toutes les sélections All-Star ou quoi d'avant, évidemment. Pas de comparaison NBA Draft.net et pas de comparaison de Draft Express non plus, puisque Draft 2000, donc il est arrivé avant ces sites-là de référence, évidemment. Surnom, tu le connais, hein, The Matrix, évidemment. Ce qui montre aussi à quel point le joueur est vieux, quand la référence du moment c'était c'était le film Matrix. Ouais. Effectivement, on est plutôt de la Draft 2000. Et donc, rapidement, son parcours, il a 32 ans au début de notre décennie. Et il est à Dallas. Il est encore très bien installé à Dallas. 28 minutes de jeu par match, titulaire à Dallas. Élément très important de la défense de Dallas. Il a 12 points et demi de moyenne également. En playoff, on connaît, ça va jusqu'au titre cette année-là. Et lui est un des éléments importants de cette équipe. 2012, 30 minutes de jeu par match encore, toujours titulaire. 10 points par match, mais on n'est plus dans son prime offensif. En playoffs, Dallas se fera éliminer par OKC au premier tour, les champions en titre qui tombent au premier tour contre les futurs jeunes finalistes du Thunder. 2013, toujours titulaire, 30 minutes par match, pas de souci. Le seul problème, c'est que l'équipe est très nulle, malheureusement, donc pas de playoff cette année-là. C'est la fin du cycle à Dallas de X années consécutives en playoff et à plus de 50 victoires par saison. Et puis 2014, encore une fois titulaire, 32 minutes par match pour Sean Marion, dans une équipe qui est de nouveau compétitive, qui fera les playoffs d'ailleurs. Ils vont piquer le dernier spot de playoff à Phoenix. Désolé Lucas si tu nous écoutes. Et ils tomberont contre les Spurs au premier tour. Mine de rien, la seule équipe durant ces playoffs qui aura pris 3 matchs aux Spurs. Hein. Les Spurs du Beautiful Game, personne ne l'aura fait. Et puis ensuite il s'en va de Dallas, finalement. Il va à Cleveland pour une toute dernière pige. Et donc 2015, il fait plus du tout dans le même rôle, 20 minutes par match en moyenne de jeu, à peine 24 titularisations sur 57, et il est même hors de la rotation pour les playoffs. Donc voilà, et ensuite c'est déjà fini. Donc voilà pour le parcours de Sean Marion. Donc question très simple, Nico, est-ce qu'il y a assez pour justifier sa place dans le top 100? Je me pose la question. Disons que finalement, le nombre d'années joue pas en sa faveur. Ouais. Et même sa production, ce qu'il a sur le terrain, ne rattrape pas tant que ça ce manque d'années, en fait. Si tu devais argumenter pour son cas, tu dirais quoi, par exemple? Je dirais qu'il a un titre. Non, pas du tout. Non, alors je vais être un peu dur avec Sean Marion parce que et c'est ce qui est d'autant plus dur avec lui qu'il n'est pas si, c'est pas que physiquement il est rincé ou quoi que ce soit par rapport à ses grosses années à Phoenix. C'est plutôt que le contexte ne lui est plus aussi favorable, notamment en attaque. Donc là où je peux le mettre en avant, et pour le coup il y a quand même de quoi, c'est la défense qui reste très intéressante. Même au-delà de la trentaine, quand il dépasse, il reste assez longtemps très intéressant en défense. C'est-à-dire ce défenseur, même s'il quand même un ou deux crans en dessous de celui qu'il était dans ses années, dans sa vingtaine, mais qui reste ce joueur qui est déjà athlétiquement à la fois long, athlétique et surtout très rapide et vif. Et on peut voir on peut le voir défendre en homme plutôt bien des postes 1, 2, 3, 4, et même dans ces années 33-34 ans, voilà, d'être vraiment un bon défenseur sur l'homme sur ces postes-là, ce qui est déjà vraiment pas mal. Sa défense sans le ballon est pas aussi bonne que sa défense sur l'homme, à mon avis, mais il est quand même ce joueur qui peut un peu de nulle part perturber une attaque avec des interceptions, des contres, une aide un peu vive, des trucs comme ça. Il n'est pas un protecteur. Il peut faire des contres, mais c'est pas un protecteur de cercle. C'est-à-dire que oui, il peut survenir en second rideau,
de temps en temps, mais sur la longueur d'une possession ou sur la longueur d'un match, il n'est pas quelqu'un qui va vraiment faire douter les attaquants, les faire craindre d'aller au cercle, quoi. C'est plutôt de temps en temps, il va apporter un coup d'éclat, mais il n'y a pas une. Disons qu'il est bon pour un ailier, mais ça reste que de la rim protection d'ailier, quoi. Donc c'est pas au même niveau qu'un vrai intérieur, quoi. Ouais, même tu vois, un LeBron James, alors, ça dépend de quel LeBron James on parle, mais avec quand même beaucoup plus de présence de pression de cercle que lui, quoi. Mais c'est normal, tu fais bien noter, c'est normal, surtout qu'en plus c'était pas rare de le mettre sur. Enfin, c'est pas rare. Si votre entraîneur pouvait le mettre sur un meneur, donc forcément, ou sur un arrière, donc forcément il est un peu éloigné du panier. Ça explique aussi pourquoi il était pas si protecteur de cercle que ça. Et puis donc c'est bien. Après c'est pas non plus un stopper absolu, hein, sur un contre 1, il est bon, il peut tenir tous ces joueurs-là, mais c'est pas pour ça qu'il va pas se faire prendre 2-3 fois. C'est pas pour ça qu'aussi que des fois il va pas être manqué d'attention sur ou hors du ballon. Donc plutôt un très bon défenseur, mais surtout par sa polyvalence, sa capacité à être présent un peu partout et à défendre sur plusieurs postes. Mais j'irais pas le mettre sur le côté défenseur d'élite, du moins pas dans cette période-là à Dallas. Cette période, ce défenseur d'élite, mais juste un excellent défenseur très très utile pour une équipe et un peu en toutes circonstances, quoi. Ouais. Bah non, mais en fait, c'est vrai qu'on est plus du tout dans. On n'est pas sur le grand Sean Marion offensif, mais on est peut-être encore, je trouve, sur la fin de son prime défensif, peut-être. Ce qui est un peu peut-être dur à juger, parce qu'en plus, ça s'est effondré d'un seul coup ensuite, après le départ des Mavericks, je trouve. Mais pour moi, on a 4 années, oui, alors plus on avance, moins c'est bon. On a encore 4 années défensives de bon niveau, je trouve, et que c'est clairement ça l'argument, hein, c'est l'apport défensif. On voit d'ailleurs que ça m'avait aussi un peu marqué. Tyson Chandler s'en va après le titre en 2011, et pourtant Dallas reste avec le même defensive rating et le même niveau défensif globalement, alors qu'ils perdent le rim protector qui était Tyson Chandler. Et pour moi, je pense que c'est un peu lié au fait de notamment Sean Marion et Jason Kidd, qui étaient eux aussi des éléments très importants de cette défense, et ça a permis d'avoir une certaine continuité même quand le pivot s'en va. Bref, donc je donne un peu de crédit aussi de ce point de vue-là, je trouve. Malheureusement, sur les 4 bonnes années, il y en a une où Dallas fait pas les playoffs, et c'est un peu dommage, parce qu'il n'y a pas autant de valeur ajoutée peut-être qu'il aurait pu avoir ailleurs, dans une bonne équipe, en tout cas dans une très bonne équipe qui ferait les playoffs. Mais c'est vrai qu'il y a c'est le profil défensif qui est un peu à la base de tout, avec taille, longueur, le côté athlétique qui était encore là, je trouve, à l'époque. Oui. J'ai revu la série contre Portland récemment, Dallas-Portland, c'est encore assez présent. Il y a aussi un côté wing stopper aussi, finalement, où, comme tu dis, il n'est pas élite, mais on est encore sur la première moitié de la décennie où on n'est pas du tout dans la chasse au mismatch, on n'est pas du tout dans ce genre de défense où les match-ups sont un peu plus flous et changent beaucoup plus. Première moitié de la décennie, on est encore beaucoup dans il faut le gros défenseur pour défendre le gros ailier, et ça, il pouvait le faire très bien. D'ailleurs, on l'a vu beaucoup en playoff, hein, contre des Kevin Durant, contre des LeBron James, contre même des plus petits, comme des Kobe ou des Dwayne Wade. Il avait ce profil de wing stopper qui reste sur le match-up tout le match et qui était très bon. Et puis, il y avait aussi, pour compléter le profil défensif, du bon playmaking défensif, mine de rien, beaucoup de création de turnover, beaucoup de choses comme ça. Donc, ce qui faisait que, effectivement, la défense était pour moi valuable et au-dessus de la moyenne de manière assez significative. Après, c'est vrai que à quel point est-ce que l'attaque pénalisée ou pas, à quel point est-ce que l'attaque tirait vers le bas, on était plutôt sur ces années-là, sur plutôt un joueur de transition, de cut, de drive ou de post-up très occasionnel, mais voilà, c'était plutôt un peu il ramassait les miettes, quoi, un peu le Kawhi Leonard de ses débuts, quoi. Tu sais, le gros défenseur mais qui ramasse un peu les miettes, les rebonds offensifs, des cuts, transition. C'était un peu ça Sean Marion, je trouve, sur cette époque, d'après ce que je me souviens, d'après ce que j'en ai revu. Donc voilà, il y a un peu tout ça mélangé. Du coup, pour m'aider un peu au niveau des souvenirs, j'ai utilisé la béquille stat. Qu'est-ce que disent les on-off? Il n'y a rien de transcendant non plus au niveau des on-off. C'est même plutôt moyen mauvais, même mauvais en attaque, et plutôt bof, neutre en défense. Au niveau des stats all-in-one, celle de Basketball Index l'aime pas mal pour le coup, mais parce que c'est un modèle qui apprécie beaucoup les joueurs qui font des interceptions, des contres. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais pas ça tout seul, hein, la centaine, parce que effectivement j'ai fait une playlist
de base, mais en réétudiant, c'est vrai que je me dis sans doute que il va être vers la fin du classement et ce serait pas étonnant que d'autres viennent se rajouter au classement et lui passent devant. Je ne sais pas, on peut en parler d'ailleurs, on peut passer au classement, sauf si tu as d'autres choses à rajouter, hein, tu m'interromps. Juste que je suis même un peu dur que toi sur son attaque, où je trouve qu'il est pas loin d'être je pense même qu'il était un négatif. Négatif, ouais. Ouais. Oui, parce que vraiment, effectivement, ramasse-miettes, tout ça, mais il y avait même pas l'adresse de ça. Il était même pas très droit, à part, il y a une saison où il fait bien, mais sinon il est pas intéressant. Ouais. Et j'ai revu les finales 2011. Il prend pas ses tirs forcément si proches du panier que ça. C'était un peu d'espèce de flotteur bizarre, de fadeaway maladroit, qui des fois rentrait, mais qui aussi des fois rentrait pas. Et il y a aussi des espèces de bricasses qui te mettaient, mais même à 2 mètres, c'est très bizarre. Et puis, comment dire, pas très pertinent dans ses choix, des paires de balles bizarres, des tirs où classiquement il saute balle en main et après il dit bon bah qu'est-ce que je fais, je tire, je suis en train de redescendre mais je tire quand même. Enfin, plein de trucs vraiment mauvais, je trouvais. Et tu vois, il est même pas, tu vois un garbage player, ceux qui ramassent miettes un peu. Normalement, comme c'est un peu que des lay-ups, que des trucs comme ça, comment après un rebond offensif, bon, bah, t'as quand même une adresse qui est pas trop mal. Là, c'est pas le cas. Et tu vois aussi qu'il avait un côté un peu, peut-être pas trop noir, mais j'ai la balle, je tire. Et même si je suis en position pas terrible, notamment espèce de mi-distance très proche de la raquette, mais quand même mi-distance, où il était pas assez doué, pas assez adroit, il est pas assez touché pour ça. Il se crée aucun lancer franc quasiment, alors qu'il jouait proche du panier et que pour un profil athlétique, c'est un peu ce que tu attendais. Et surtout, si t'es pas très adroit de tes mains, bah, c'est un peu avec ça que tu peux te raccrocher aux branches. Et puis, tu vois, le tir 3 points qu'il a eu, qui nous fait toujours un peu rire parce qu'il a un tir 3 points très très spécifique, mais qui est à Phoenix, alors certes en pur catch and shoot et vraiment qu'il y ait d'espace et vraiment dans le corner, rentrait quand même à un taux pas dégueulasse, et ça faisait une espèce de petit spacing. Ça, Dallas, son nombre de tirs à 3 points, qui a jamais été très élevé, mais qui a baissé encore et qu'on voit pas. Et là, sur le match que j'ai vu, il était toujours pas trop loin du panier, mais du sort, alors c'était l'époque aussi, mais où, au niveau de spacing, il était plutôt en négatif, quoi. C'était plutôt quelqu'un qui embouteillait des raquettes, et pas de façon intéressante, comme ça peut être avec des joueurs un peu bons près du panier. Donc là, vraiment, ce Sean Marion de Dallas en attaque, pour moi, c'était un peu un boulet, passer les quelques. De temps en temps, une espèce de flash phénixien, où il allait faire un truc assez fort athlétique, mais c'était une fois sur trois, quoi. Donc, pour moi, ouais, pas un impact positif du tout pour moi, et même un peu négatif, quoi. Ouais. Non, mais ça s'entend, ça s'entend. Et du coup, au niveau du classement, tiens, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le mien, je te demanderai le tien. Du coup, moi, je l'avais placé vers la fin, juste au-dessus d'Harrison Barnes. Donc, il est 65 sur 70 pour l'instant, Harrison Barnes. Et je me dis, est-ce que je préfère Barnes, encore une fois, toutes les années de scoring dans le vide, on les compte pas parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, en fait. C'est même plutôt des valeurs négatives, mais on a dit qu'on les comptait pas en négatif. Mais bref, Barnes, on retient surtout 3 saisons de role-player défensif aux Warriors. Je me disais que je préférais avoir les 3-4 de Sean Marion à Dallas en tant que role-player défensif également, en tant que ailier défensif également. Mais c'est vrai que tu vois, pendant que tu parlais, je me disais, en même temps, Barnes, il a le shoot à 3 points et c'était une valeur positive. Alors, pas beaucoup positive, mais c'était pas une valeur négative. Je sais pas comment par rapport à ce duel-là, est-ce que c'est la bonne zone pour toi ou est-ce qu'on est plus haut, plus bas? C'est sûr que pour moi, je sais pas plus haut. Je me posais même la question s'il fallait pas descendre un peu. Je mets Harrison Barnes devant pour les raisons que tu viens de donner. C'est effectivement le défenseur Sean Marion est plus intéressant, mais la capacité de Barnes à être un petit positif en attaque change beaucoup. J'ai tendance à privilégier l'apport offensif que défensif parce que l'apport offensif se cumule entre les 5 joueurs, là où l'apport défensif individuel a plutôt tendance à se diviser entre les joueurs. Je pense que le raisonnement se vaut aussi un peu sur du Patrick Beverley. Bon, Tobias Harris qui a encore une autre histoire. Je sais pas trop. Mais tu vois, Sean Marion, il est un peu dans ce même Tristan Thompson, Avery Bradley, Elfort Camino. Je me demande si
s'il y a vraiment, si vraiment Marion est plus intéressant que, alors il est meilleur défenseur tout le temps, à une époque où c'était un peu plus intéressant de son profil que maintenant, parce qu'effectivement le Sean Marion, défenseur qu'on a décrit, est moins intéressant sur la fin de la décennie que sur le début de la décennie. Ouais, le côté, encore une fois, le côté wingstopper face à des gros ailiers ou arrière, c'était important, quoi. Mais Ouais. non, tu vois, selon la manière dont on le formule, effectivement, je le verrais bien au-dessus d'Harrison Barnes. En même temps, si tu me dis que tu préfères Alfaro Camino, qui pour l'instant est dernier, mais si tu me dis que tu préfères Alfaro Camino, ça me choque pas non plus, en fait. Ça te choque pas, mais là, en parlant, en revenant, en recalibrant sa défense par rapport à l'époque. Ouais, c'est ça aussi, quand même. Ouais. Et puis, c'est une défense qu'on a vue quand même en playoff, en finale. Alors, en finale, quand ils sont champions, effectivement, il est tout le temps sur soit Dwayne Wade, soit LeBron James, et beaucoup LeBron James. Il n'a pas joué LeBron les finales 2011, par contre. C'était son frère. Non, mais bon, après, je mettrai pas le crédit des difficultés de LeBron James sur Sean Marion à 100%. Je mettrais même beaucoup sur la fatigue et peut-être et le collectif de Dallas, qui, tu l'as dit, hein, de Jason Kidd, il y avait déjà Tyson Chandler à ce moment-là. Enfin voilà, c'était une entreprise collective. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas quand même négliger l'apport de Sean Marion, qui avait un bon travail, qui était vraiment pénible. Et à cette époque-là, c'était quand même beaucoup plus valuable que maintenant. Donc, je reviens un peu. Finalement, je le mets meilleur que Tobias Harris, Patrick Beverley, Tristan Thompson. Donc, effectivement, juste en dessous de Barnes. Mais voilà, quelqu'un me dirait, je le mets derrière Aminou, Bradley. Je dirais que ça se discute, quoi. Ouais. Oui, non, on va le mettre là. Alors, on va le mettre là. Harrison Barnes 65. On va mettre Sean Marion 66, du coup. Si ça te va. Restons comme ça. Plus 2 parce qu'on vient de rajouter 2 joueurs. Parce qu'après, au-dessus, on a des Chandler Parsons qui a que 4 saisons, mais avec des rôles de création offensive plus importants. Ray Allen, etc. Ouais, j'ai vu que tu as sauté J.R. Smith. Hein. T'hésites un peu. Il rentre pas dans ce moule de 4 saisons, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Mais bref. Ok. Bah tiens, justement, petit quiz pour finir. Alors oui, j'ai pas dit le minutage de playoff. 1000 minutes de playoff, de playoff sur cette décennie, 127e. Évidemment, parce que le parcours esquilé est assez court. D'ailleurs, je pense que moi, j'avais un peu surestimé, tu vois, quand j'avais fait ma préliste avant de réétudier, j'avais un meilleur souvenir que ça de la saison à Cleveland. Et mine de rien, quand tu la retires, parce qu'en fait, elle est pas si bonne que ça, bah oui, du coup, ça fait beaucoup plus short. Mais bref, du coup, petit quiz pour finir. Qui est dans l'effectif? Et justement, qui est dans l'effectif, Nico, des Mavericks 2011? Est-ce que tu es capable de me citer cette autre équipe marquante de la décennie, et notamment de cette saison 2011? Alors, ce qui est très drôle, certains appellent ça l'ironie, mais c'est que j'ai revu des matchs du coup de cette finale-là pour le podcast, mais je n'avais les yeux que sur Marion. Est-ce que tu as te souvenir du mec qui m'aidait tous les points, quand même, le blond là? Tu t'en souviens ou pas, lui? Je me souviens du blond avec une chaussure noire. Donc non, mais j'en citais quelques-uns, mais sur les petits joueurs, ça va être un peu compliqué. Alors même que j'ai vu les matchs, enfin que j'ai vu les moments où Marion était sur le terrain. Donc il y a Nowitzki, Tyson Chandler, Jason Terry, Jason Kidd, DeShaun Stevenson, qui s'est aussi tapé du LeBron James. Tout à fait. Le fameux LeBron Stopper, DeShaun Stevenson. Voilà, c'est ça. Ensuite, je pense qu'il y a Barea. Tout à fait, oui. Et là, je commence déjà un peu à sécher. On a un ailier qui était à Washington et qui ensuite arrive à Dallas, mais qui était blessé. Attends, déjà, il y a un autre qui vient, c'est Stojakovic. Exactement, Stojakovic arrive en trade. Une des nombreuses arrivées de trade. Donc, il y a Stojakovic. Il y en a un autre, comme je te disais, qui arrive de Washington. Caron Butler, ouais. Caron Butler, effectivement. D'ailleurs, on a un autre trade qui arrive, en tout cas une autre addition de mi-saison. Quelqu'un qui était qui a mis 50 points dans un match NBA, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui a eu le record de franchise des Timberwolves à un moment donné, qui était le pote de Joachim Noah et Al Horford à la fac. Ah, Corey Brewer, oui. Exactement, Corey Brewer.
Il venait de drafté très haut par Minnesota. 2011, on s'est dit bon, on arrête le projet. Et du coup, il finit la saison à Dallas et donc il a une bague. Et attends, Bauer fait partie de ces joueurs avec Tony Dale, avec peut-être Mo Williams, où on se dit finalement passer 50 points sur un match, c'est pas si fou quoi. Ça se fait quoi. Ça se fait, t'as pas besoin d'être si fort que ça. Du coup, au niveau à l'intérieur, puisque tu me demandais. Attends, j'en ai un. Vas-y. Brian Cardinal. Brian Cardinal, évidemment, il est là. Alors là, je pensais pas que tu l'aurais. Parce que quand j'ai vu le match, pour le coup, je sais pas, à un moment donné, le compteur s'arrête sur lui. Je crois qu'il met un énorme tir à 3 points. Et du coup, c'est la star du moment. C'est pour ça que ça m'est revenu. Intérieur, on avait un intérieur qui s'est fait postériser méchamment par Kevin Durant. Toi, tu t'en souviens évidemment pas. Mais qui était aussi, je pense, dans le trade avec Caron Butler, ou je dis pas de bêtises, ou alors qui était à Washington avant, qui a fait pas mal d'années à Washington. Brandon Haywood, effectivement. On avait un petit Français par là. Rodrigue Beaubois. Exactement. Alors, un des petits Français, puisqu'on en avait 2 autres en fait. On avait un autre pivot français. Miami. Exactement, Miami qui met un tir au buzzer 3e quart-temps du match 6. On s'en souvient. Moi, j'ai vu ça dans un cinéma CGR. C'était très génial. Et on a même un autre pivot français encore même. Qui ensuite est reparti en Europe, qui est revenu aux Pelicans. Aginsa. Exactement, Alexis Aginsa est dans cet effectif. Ah ouais, ça j'avais pas ça. Oui, moi non plus. Alors, je t'ai parlé de Beaubois, il y avait son concurrent, bien sûr. Oui, attends. Tu vois qui c'est, mais tu n'auras pas le nom. Je vois qui, c'est un nom typiquement américain. Ouais. Mais que là j'ai pas, un arrière très costaud et... mais non, vas-y, je l'ai pas. Mais c'était Dominique Jones. Voilà, c'est ça. On avait un ancien shooter des Lakers de Kobe, Gasol et Lamar Odom. Vujacic. Exact. Non, pas Vujacic. Ah non, mais je confonds. Excuse-moi, c'est moi qui dis n'importe quoi. Non, donc c'est pas Vujacic qui était aux Lakers, c'était plutôt le shooter des Cavs, pardon, je confonds les deux. Des Cavaliers, époque LeBron James 2007. Pavlovic. Exactement, Sacha Pavlovic, pardon. J'ai confondu les deux. Ah, tu comprends les Européens, bravo, tel un vulgaire américain. Quoi. Exactement. Et puis, un autre, tant qu'on est dans les shooters, le dernier d'ailleurs, donc on n'a pas cité, un shooter statique qui fera les beaux jours de New York pendant quelques temps. Steve Novak. Exactement, Steve Novak est dans cet effectif. Et donc voilà pour ce magnifique effectif champion NBA.